Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débats et d'échanges avec des experts, des architectes, des entreprises, des associations aussi du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium. Craftour est une initiative européenne réunissant 6 projets qui sont déjà financés par la Commission européenne. En tout, ce sont 75 partenaires issus de 21 pays, tous engagés pour la revitalisation de l'artisanat. Plusieurs axes de recherche sont abordés, les dynamiques du secteur, mais aussi son rôle dans l'économie locale, la transmission aux générations futures. Plusieurs membres actifs de ce réseau sont présents avec nous sur le plateau pour nous en dire un peu plus. Tout d'abord, Madina Benvenuti, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes coordinatrice de Craftour et directrice de Made in Europe. À vos côtés, Fabrizio Panozzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Venise et vous représentez cette université au sein d'un projet qui s'appelle Efestus. Je confirme. Enfin, David Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet au CERFAV, le centre de formation aux arts verriers du Grand Est. Et vous représentez donc le CERFAV au sein du projet CRAEFT. C'est ça, exactement. Alors tout d'abord, pour faire le point sur le projet Craftour, est-ce que vous pouvez, Madina, nous présenter un peu sa genèse ? Alors, l'initiative Craftour est née, je dirais, entre avril et juin l'année dernière, lorsque, au sein de notre projet CRAEFT, nous avons eu ce qu'on appelle la review avec la Commission européenne, c'est-à-dire c'est un petit examen qu'on passe pour voir si on fait bien ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et à la sortie de la review, les responsables du projet auprès de la Commission étaient contents des résultats, mais nous ont vivement encouragés à nous rapprocher d'autres projets qui sont financés dans le cadre du même programme. C'est-à-dire qu'il faut savoir que on parle ici de projets Horizon. Les projets Horizon sont des projets de recherche. Et il y a eu un appel à projet il y a 1 an et demi, enfin il y a 2 ans, dans lequel 4 projets ont été retenus. Donc les projets CRAEFT, le projet Efestus, le projet Tracks for Crafts et le projet Colors for Crafts que vous voyez effectivement dans l'écran qui est là. Donc ces 4 projets avaient comme objectif la revitalisation du secteur, mais il ne faut pas oublier que ce sont des projets de recherche. Donc après la review, on a décidé, donc Made in Europe s'occupe de tout ce qui est synergie et networking au sein du projet CRAEFT. Donc évidemment, on a proposé de prendre la coordination et le pilotage d'une éventuelle initiative transversale. On a contacté ces 3 autres projets. Et lors de notre première réunion, donc tout ça, c'est allé très vite en fait, parce qu'en juin, on a eu la première réunion avec les autres projets et nous avons invité les project officers de la Commission européenne en disant voilà, on est en train de faire ce que vous nous avez demandé de faire et voilà. Et ils sont venus à 3 à cette réunion. Et là est née toute cette idée de cette initiative transversale. On a discuté sur une méthodologie commune. Enfin, il faut savoir que ça représente, comme vous l'avez dit, 75 partenaires. Donc c'est beaucoup, mettre ensemble 75 partenaires qui parlent probablement 15 langues différentes, qui couvrent des territoires et qui viennent des secteurs des technologies, de la recherche, de l'artisanat, de l'éducation. Ça paraît un peu fou. Et donc on s'est dit, il faut quand même qu'on décide comment on va travailler ensemble. Donc on a fait cette première réunion. Et puis on s'est dit, il faut donner une date de démarrage à cette initiative. Et pourquoi pas au Salon du patrimoine en octobre. Et donc nous voilà. Je vais faire très vite. On a structuré un petit peu cette collaboration transversale autour de 5 piliers. C'est là qu'on va commencer à travailler. On va essayer de créer des groupes de travail qui sont spécialisés dans chacun des piliers. Et les piliers sont la sauvegarde et l'authenticité dans les métiers de l'artisanat, la compréhension des métiers, la valorisation des métiers, la transmission évidemment des savoir-faire par l'éducation formelle, informelle, etc. Les business models, donc le modèle économique des artisans, et la documentation autour de l'artisanat pour une meilleure sauvegarde de ces savoir-faire. Et tous nos projets ont à l'intérieur des actions qui vont dans le sens de ces 5 piliers. Pas forcément tous, mais on couvre ensemble
tous ces piliers. Donc il s'agit de voir quel projet travaille sur l'amélioration de la transmission, quel projet travaille sur l'amélioration des business models, quelles compétences on peut mettre ensemble et comment on peut aboutir à des recommandations transversales pour la Commission qui s'intéresse beaucoup au domaine de l'artisanat maintenant et comment on peut aussi proposer des activités, des actions, des subsides, comment on peut lui proposer d'intervenir, voire financer aussi des activités et des actions futures. Donc, en gros, c'est un petit peu ça. Mais on démarre. Et on a 2 ans. Dans 2 ans, on nous attend à la Commission, à Bruxelles, pour présenter les résultats de cette initiative. Et on prend rendez-vous au Salon du patrimoine pour avoir les résultats. Ah, exactement. Et je rajouterai une dernière chose, c'est que nous avons démarré à 4, nous sommes 6 maintenant. Donc, le projet Culturality et le projet Mosaïque, qui lui est financé dans le cadre d'Erasmus. Culturality, c'est aussi un horizon, mais un autre programme. Et Mosaïque, c'est Erasmus+. On rejoint Craft Tour. Il n'est pas dit que demain, il n'y ait pas d'autres projets qui vont se rattacher à l'initiative. Donc on a compris, effectivement, il y a 5 grands piliers de recherche. Peut-être qu'on a déjà des piliers qui sont présents avec nous et qui pourraient nous parler un peu de ces axes de recherche. J'y vais. Le pilier que je représente, c'est l'économique, les modèles d'entreprise innovants. Et ce qui est intéressant sur le point de vue économique, c'est que l'artisanat n'a jamais été vraiment un objet d'intérêt pour les disciplines économiques, qui est assez étrange, parce que nous, spécialement les sciences de gestion, spécialement le management, est une discipline assez jeune, et sa jeunesse est liée au modèle d'entreprise industrielle. Donc nous, on est avec la révolution industrielle. Et pour nous, le modèle d'entreprise a été pour nous les sciences de gestion. Le modèle d'entreprise a toujours été l'usine industrielle, qui est drôle et intéressant parce que maintenant, on se trouve à dire que l'artisanat nous semble un mode nouvel de faire de l'économie, qui est assez étrange parce que évidemment, c'est pas ça. Mais on n'a pas des outils intellectuels pour interpréter l'artisanat. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Nous, chez Festus, on est 4 écoles de commerce, Gothenburg, Venise, Copenhague et Rome. Et on a commencé cette révision historique, même de la façon dans laquelle on interprète la formation managériale. Parce que nous, maintenant, en classe, avec nos élèves, encore nos livres de textes parlent encore d'une autre façon de produire et l'artisanat nous donne la possibilité de penser critiquement même de la façon dans laquelle on fait de la formation et même de la façon dans laquelle on contribue au développement des entreprises et même dans la façon dans laquelle on donne des idées aux policy makers, à la politique pour décider sur l'artisanat. Et cette occasion-là, c'est aussi une occasion de combiner la réflexion économique et managériale avec d'autres dimensions, d'autres piliers, celui de l'histoire, de la conservation, le domaine du patrimoine en général, parce que là, on rencontre aussi des différentes façons d'interpréter la notion de protection. Comment est-ce qu'on protège l'artisanat? On peut le protéger en tant que quelque chose de fragile qui doit être protégé même presque physiquement parce qu'il risque de disparaître. Mais il y a aussi une autre façon de protéger une entreprise. On protège une entreprise d'une façon plus active peut-être aussi. Les deux façons ne sont pas en contraste. On peut utiliser les deux, on peut protéger, mais en même temps, on peut transformer, développer. Et c'est ça, plus le côté qu'on analyse, nous, de quelle façon peut-on faire évoluer la façon dans laquelle l'artisanat s'organise en tant qu'entreprise. Et là, on est en train d'entrer dans un domaine qui était presque inconnu dans les disciplines managériales, parce qu'encore, on n'avait pas des modèles pour interpréter ça. Et on est en train de former une connaissance très préliminaire sur les modèles d'entreprise de l'artisanat en faisant de la recherche sur ces 4 écosystèmes. 2 sont scandinaves, la Suède, le Danemark, et 2 sont dans la Vénétie, en Italie. On voit des grandes différences, on voit des différentes façons de l'artisanat d'être présente dans la société, dans l'histoire.
Par exemple, en Italie, l'artisanat existe depuis des décennies, des centaines d'années. Notre économie, dans le centre, nord-ouest de l'Italie, est une économie de petites et moyennes entreprises, c'est une économie artisanale. Venise même a été économiquement, son succès dérive d'un artisanat qui est là depuis des centaines d'années. Tandis qu'en Suède, en Allemagne, dans le Nord, l'artisanat est quelque chose qui a été redécouvert dans les dernières 30-40 années. Et ça produit un débat très intéressant sur la notion même d'artisanat. Qu'est-ce qu'on doit interpréter, qu'est-ce qu'on dit quand on prononce le mot artisanat. En suédois, il y a beaucoup de mots pour nommer l'artisanat. Et l'artisanat tend à être quelque chose de très proche de l'art, tandis qu'en Italie, l'artisanat, c'est beaucoup de choses. Ça va du plombier, oui, il y a plus de corps de métier qui sont représentés. Donc on est en train vraiment de découvrir quelque chose qui n'avait jamais été analysé sur le point de vue scientifique des sciences économiques. C'est très intéressant pour nous de faire ça maintenant. Oui, j'imagine. Et c'est un peu fou de se dire qu'on ne s'est jamais vraiment intéressé à la question. C'est fou, mais c'est aussi révélateur d'une façon collective d'oublier. Il y a une espèce d'oubli collectif qu'on a fait de l'artisanat comme forme de production et d'emploi. Avec la révolution industrielle et avec la scientifisation de l'économie et du management. Et maintenant, l'intérêt qu'il y a sur l'artisanat nous donne l'opportunité de faire quelque chose qui n'est pas seulement pour l'artisanat, pour la compréhension pour l'artisanat, mais pour je voudrais dire, pour la compréhension en général, une nouvelle façon d'interpréter le travail, le sens du travail, le rôle de l'entreprise dans la société. C'est très intéressant ce qu'on pourra faire en étudiant l'art. C'est plus que l'artisanat qu'on va investiguer. C'est très intéressant, effectivement. On voit tout le panel un peu de réflexion qu'il peut y avoir autour de ça. Donc on a un autre pilier de cette recherche qui est aussi avec nous ce soir, un axe de recherche. Alors oui, en fait moi je m'appelle David Arnaud, donc je pense que nous on va intervenir plutôt, enfin on va être présent, on est présent dans le projet CREFT en fait parce que moi je suis un ancien souffleur de verre et en fait j'ai développé dans la structure qui se trouve dans le projet CREFT, donc avec qui on travaille avec Madina en tant que partenaire dans le consortium du projet CREFT. Et donc nous on va intervenir à un moment donné, là on peut voir les images, mais on a fait des développements autour de la question de la numérisation des gestes. Donc on s'est posé des questions autour de qu'est-ce que ça voulait dire d'enregistrer, de numériser des processus intangibles en fait liés à l'artisanat. Donc nous on a fait essentiellement ça au CERFAV en interne initialement, et après du coup on a ces expérimentations avec des partenaires techniques dans le cadre du projet CREFT. Mais peut-être pour rejoindre un peu la discussion et puis ce que disait Fabrizio, à un moment donné, on a tous ces dispositifs dans ces différents projets européens qui sont extrêmement technologiques, donc parfois qui veulent être pensés par des technologues. Et nous, on les expérimente en tant que centre de formation, en tant que lieu de la transmission, alors de manière très formelle. Hein, on forme à des CAP, voilà, on a des formations aussi qui sont liées à la région Lorraine, etc. Donc à un moment donné, toutes ces questions-là, de se dire on déploie des dispositifs de numérisation, de conservation, donc comme on le disait là. Quel impact ça va avoir et à quoi ça peut servir. En fait, nous, on a nos discussions avec Madina, on avait encore ça tout à l'heure. C'est quand même extrêmement intéressant de voir ce dispositif qui vient plutôt de vers le haut. Donc, il y a des gros financements, il y a des technologues, des grands instituts, d'informatique qui font un travail assez exceptionnel en termes de recherche de connaissances. Mais à un moment donné, il faut aussi se positionner et se dire, nous, on est acteurs. On est acteur auprès des jeunes qui sont en formation, auprès des artisans qu'on côtoie quotidiennement. Comment cette activité
cette débauche de financement-là, elle peut avoir un impact concret dans l'activité d'un jeune qui est en formation, comment ces outils numériques, comment les numérisations qui sont des choses très complexes, on va utiliser des technologies de motion capture, des choses qui sont vraiment de l'industrie de l'audiovisuel, du jeu vidéo, et comment à un moment donné nous on se pose là et on a envie de dire on rassemble tout ça, ok, vous faites ça sur le business aussi, sur la question de l'organisation du travail, elle est extrêmement intéressante. Tout à l'heure Fabrizio parlait du management, on a eu un petit échange tout à l'heure. Quand nous on numérise des gestes, c'est pas anodin, c'est pas juste on met un dispositif comme ça sur un artisan et on numérise ses gestes, ça parle aussi du travail, ça parle du métier, ça parle de l'organisation du métier. On va capter quand même à un moment donné une activité manuelle qui est incorporée par un artisan qui est ce qu'il possède de plus cher au monde. Donc à un moment donné, c'est ce type d'initiative pour moi il est extrêmement intéressante, le projet Craftour et le fait de se rassembler au travers de la Commission européenne et d'avoir ces financements pour pouvoir discuter de ça, et surtout nous on a cette particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous pensez à des niveaux un peu supérieurs, nous on est un peu des crash tests aussi, donc c'est hyper important en fait de garder ce lien de connexion entre comment dire le prescripteur, on va dire, la personne qui pense les projets, qui pense la numérisation, mais vraiment des hauts niveaux, au niveau européen, au niveau national. C'est hyper important de garder un lien avec les communautés d'artisans. Ça, c'est extrêmement important de leur dire, voilà, nous on a fait ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment utile pour vous? Et peut-être que dans votre business, dans le développement de votre projet, il y a peut-être des parties que vous pouvez améliorer, que vous pouvez penser un peu différemment. Et surtout, moi, de mon expérience, parce que voilà, j'ai créé le projet Ghost au CERFAV qui était aussi sur la question de la numérisation, donc ça fait près de 6 ans maintenant, et de cette expérience-là, ce dont je me rends compte, c'est que l'artisan, qui peut-être peut avoir une représentation un peu ancienne, un peu poussiéreuse, en fait c'est faux. Il peut avoir et on le voit encore là, il peut avoir une vraie présence, une vraie action dans le cadre de projets de recherche qui sont très, très, très importants, à très haut niveau. Donc nous, on fait se côtoyer, vous l'avez vu, des images dans nos ateliers. On a des technologies, on a des technologies anciennes, le soufflage de verre, enfin Fabrizio aussi connaît, mais le soufflage de verre, voilà, ça a plusieurs milliers d'années. Et on a des casques de réalité virtuelle avec des modeleurs, des choses comme ça. Donc c'est pas incompatible, faut vraiment, voilà, si on avait un message à dire, c'est pas parce que vous êtes artisan que c'est totalement incompatible avec la technologie et le numérique, et surtout avec des nouveaux modes de compréhension de votre fonctionnement, enfin du business, etc., de ce que vous pouvez développer. Il y a un vrai travail de sensibilisation à ces nouvelles technologies, parce qu'effectivement, c'est pas toujours, on n'imagine pas toujours l'artisan avec ces outils-là. Et en fait, c'est bien de pouvoir les tester dans votre centre de formation, par exemple, autour des arts verriers. Là, mais ailleurs, mais aussi en termes de créativité. On a vu hier une personne qui faisait du tissage, voilà, du tisse de la programmation, et ça ne gâche en rien, en fait. Il faut, autant sur la partie artisanat, il faut un peu tordre le cou à cette question de représentation du patrimoine. J'aime bien cette idée aussi de matrimoine aussi. À un moment donné, il y a des choses intéressantes aussi là-dessus. Il faut un peu tordre le cou à ces questions de représentation, que ce soit éculé, et surtout de se dire c'est vous qui allez nourrir les projets de recherche, en fait. Les chercheurs, ils attendent que ça. S'ils sont dans leur laboratoire, ils sont un peu comme des artisans. Il leur faut des cobayes. Non, il ne faut pas le voir comme ça, mais en fait, ça va se scléroser. Si le chercheur il reste là sur sa propre idée, s'il n'a pas ces échanges avec l'artisan dans son mode de création, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça, moi, je trouve le travail de Madina, de faire ce networking, de faire cette relation, il est quand même extrêmement important. Je peux rebondir sur ce que vient de dire David. Je pense que oui, en fait, notre rêve, parce que nous, on est des petits poissons avec des grosses universités, des gros centres de recherche, etc. Ce serait peut-être d'inverser un petit peu ces projets et d'essayer de les faire remonter du terrain, parce que l'objectif étant de les connecter avec le terrain.
Et en fait, on sait qu'en Europe, il y a un problème, enfin, il y a deux problèmes importants dans ce domaine. C'est qu'on n'arrive pas à avoir un langage commun sur l'artisanat. Fabrizio vient de le répéter. En Italie, on va voir la grande famille de l'artisanat dans laquelle on retrouve les boulangers, les tailleurs de pierre, les coiffeurs, etc. Donc, c'est très difficile d'avoir des données. En Suède, ça va être différent. En Allemagne, c'est différent, etc. À partir de ça, on peut difficilement faire des recommandations à la Commission européenne en matière d'action. C'est impossible. On n'a pas de data, on n'a pas de données. Et donc, du coup, on ne peut pas intervenir. Donc, déjà, ce serait bien si au sein de Craftour, on pouvait réfléchir à une méthodologie qui permet de compléter les codes NAS ou de se substituer, ou je ne sais pas, enfin, il faut qu'on réfléchisse. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ça. Est-ce qu'on arrive à avoir un langage commun et à savoir qu'on va comparer des choses comparables, des informations comparables, d'une part. À partir du moment où on arrive à créer ce langage, ça va être plus facile d'analyser les besoins du terrain, de comprendre quels sont les savoir-faire en danger, quel est le potentiel d'innovation dans ces savoir-faire ou pas, il peut ne pas y en avoir, quels outils mettre en place. Et ça peut être des outils technologiques qui vont dans le sens de l'amélioration du design, du marketing, donc de la création. Mais ça peut aussi des supports même dans la fabrication. Parfois, il y a aujourd'hui des artisans, par exemple, dans l'univers de la céramique. Je prends l'exemple de Caltagirone en Sicile, qui utilisent l'impression 3D en argile pour créer les structures. Et après, ils travaillent à partir de ces structures. Et donc, toute leur valeur ajoutée, qui est dans le décor, qui ensuite est ajouté dans la peinture, etc., et ben, en fait, ça accélère leur processus et ça leur permet de produire peut-être un petit peu plus vite. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place. La formation, n'en parlons pas. Savoir quels sont les métiers qui sont éventuellement en danger et en détresse et pour lesquels il faut un support, il faut recréer des écoles, il faut recréer une connexion entre les ateliers et les écoles, mettre ensemble l'éducation formelle avec l'éducation non formelle, parce que s'il n'y a plus d'école, ben, on fait comment? Donc il y a énormément de choses à rattraper, on peut dire, dans certains domaines. Mais si on n'a pas les données, ça va être difficile. Donc on va essayer de faire cette réflexion. On ne va jamais trouver une solution en 2 ans, mais on va mettre sur la table ce qu'on peut faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir s'adresser à la Commission en disant peut-être n'insistez pas trop sur la digitalisation, la transition digitale. Il y a d'autres priorités. Les besoins du secteur sont ceux-là. La digitalisation, c'est très bien. Ça peut faire ça et ça, mais ça ne va pas résoudre tout le problème. Il reste quand même que les artisans travaillent avec leurs mains et ils continuent d'avoir envie de travailler avec leurs mains, en fait. C'est intéressant de voir que la Commission européenne s'empare de ce sujet-là. C'est un vrai pas encourageant pour l'avenir, j'imagine, pour l'ensemble de ces professions. La conférence de demain, nous allons avoir un membre de la commission qui sera présent et j'ai été à une conférence il y a 2 jours où j'ai rencontré des personnes à Bruxelles de la Commission européenne. Il y en a plusieurs qui sont venus vers moi en me disant « Ah, Craftour, ça ne fait que 2 mois et 3 mois et il y a eu l'été. » Et ben, c'est en train de faire le buzz au sein de la commission. Donc, ils s'y intéressent vraiment. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'étais étonnée. C'est pas facile de mettre les pieds. Et là, ils viennent vers nous en disant « Ah non, mais j'ai entendu parler de Craftour, c'est très très bien, on va venir, on va écouter, il faut nous tenir au courant et tout. » Et pas seulement la DigiCulture, ce qui est très bien, c'est la DigiGrow aussi. Tout ce qui est l'aspect économique. C'est pas l'artisanat, ça n'est pas que de la culture. L'artisanat, c'est un tissu économique, c'est un tissu social, c'est la cohésion dans les territoires, c'est le sens d'appartenance. C'est beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, l'artisanat. Donc, il ne faut pas le confiner dans la culture, surtout pas. Surtout pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que comme je disais avant, il y a quelque chose de plus dans l'artisanat qui parle au reste de la société. Même cette innovation qu'on voit, cette innovation politique, la Commission européenne qui décide d'intervenir dans les projets, de lui demander de se mettre en réseau, c'est pas normal, c'est nouveau et c'est très intéressant qu'ils font ça. Parce qu'ils ont peut-être vu qu'on est en train, en tant que confrères, projet dans l'artisanat, de découvrir une dimension qui peut dire quelque chose à la Commission en général dans la façon dans laquelle on approche le phénomène économique. Par exemple, sur le point de vue du modèle d'entreprise soutenable et durable, l'artisanat était déjà là il y a longtemps.
Mais non, la grande entreprise, elle essaye de parler le langage de la durabilité et tout ça, mais très souvent d'une façon rhétorique et superficielle. L'artisanat doit le faire. L'artisanat doit être soutenable et durable. Donc on a déjà dans les répertoires des solutions possibles en Europe, quelque chose qui marche et qui peut être utilisé d'une façon plus générale sur le point de vue politique. Et c'est ça peut-être qu'on va confirmer avec notre collaboration. Mais je trouve que c'est une bonne réflexion de Fabrizio, parce qu'en fait, on avait un peu cette discussion un peu ce matin avec Madina, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que du coup, on porte un regard sur quelque chose qui est presque plus petit que soi, finalement, et qui a déjà, comme tu disais, historiquement, on a cette partie-là de l'existence de l'artisanat, et sur ces notions, justement, d'économie, de sustainability. La proximité. La proximité, le local, mais aussi on a des exemples très pratiques. L'artisan a toujours développé des stratégies d'économie, de récupération, de recyclage des matières premières, et même si c'est très présent évidemment sur l'environnement, même si pour souvent beaucoup de grands groupes ou de grosses entreprises c'est plutôt du greenwashing, mais je trouve que c'est vraiment intéressant aujourd'hui que la Commission se penche sur des choses qui sont, enfin des structures qui vont être plus petites, à plus petite dimension, pour en produire un modèle, ou en tout cas s'en inspirer. Et voilà, donc moi ce que je trouve vraiment, ce qui serait intéressant aussi par rapport à cette idée de renversement, c'est que les artisans soient peut-être plus présents dans les consortiums. Ça, on a eu cette discussion aussi. La constitution des projets européens, c'est quand même des choses qui sont extrêmement lourdes. Moi, tout seul, quelqu'un tout seul ne peut pas développer ça, on ne peut pas coordonner ça, c'est une machine de guerre qui est trop énorme. Mais pourtant, ce qu'on voit dans beaucoup de projets européens, c'est qu'on n'a pas enfin, c'est pas une volonté affichée, mais on a très peu d'artisans qui vont être eux-mêmes rémunérés. Ils pourraient très bien être rémunérés. Je veux dire, ils fabriquent des objets, mais pourquoi est-ce que économiquement ils seraient pas sollicités sur des projets européens pour du business, et ça devient une source de revenus pour eux. Ça pourrait être tout à fait possible. Donc aujourd'hui, on a envie de dire, moi j'ai envie de dire à des jeunes, les jeunes que je vois, nos étudiants, mais vous vous rendez pas compte, cette incorporation que vous avez fait pendant 5 ou 10 ans ou même 3 ans, c'est votre trésor interne, et ça peut intéresser, et ça peut tout à fait devenir alors pas un cobaye, mais un sujet d'étude, une co-construction avec des chercheurs. Et en plus, vous pourriez être payé pour ça, parce que la donnée aujourd'hui, en tant qu'expert. En tant qu'expert. Donc aujourd'hui, et je remets une couche là-dessus, parce qu'il y a une grosse hype sur l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, technologiquement, il y a quand même ce truc qui est en train de se passer, avec des grands modèles de langage, etc., qui utilisent des données, et je veux dire, un artisan, c'est une machine à produire de la donnée, en termes de mouvement, en termes de pression. Technologiquement, c'est hyper important. Moi, je suis pas prophète, mais je pense que dans le futur, là où on est allé récupérer de l'information sur Internet pour alimenter des grands modèles de langage, je suis persuadé que dans le futur, on va aller peut-être éventuellement piquer, alors ça c'est l'aspect éthique sur lequel on parle, on risque peut-être d'aller piquer des données de gestes, de mouvements, pour faire je ne sais pas quoi pour l'instant, mais voilà, c'est des questions qu'il faut avoir, et à mon avis, la Commission européenne doit se poser ces questions-là. Elle doit avoir cette vision à long terme, et voir ces signaux faibles là que nous on est en train de relever parce qu'on les fait sur le terrain, d'avoir ces signaux faibles pour mettre en place des vrais projets et considérer les artisans. Yeah. Il y a cette expression anglaise qui David a utilisée, motion capture, que c'est la capture du geste, qui est à la racine du Fordisme, du Taylorisme, parce que c'était ça que le management scientifique voulait faire, capturer les gestes. Non, mais je suis content de voir Fabrizio aujourd'hui, parce qu'on se connaît, enfin c'est la première fois qu'on se rencontre, et on a eu plein d'échanges sur le management, et on parlait du langage. C'est un challenge, ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on capture les gestes d'un artisan, parce qu'on a une histoire d'aliénation. C'est ça, exactement. On a capturé les gestes des ouvriers,
et on les a aliénés, on les a utilisés comme des outils eux-mêmes. Tu sais mieux que moi, mais c'est vrai que ça c'est important. Par exemple, l'histoire du management, on parlait de Taylor, à un moment donné, il y a une appropriation en fait historique quand même du geste de l'ouvrier. Alors après, c'est pas tant le process lui-même qui est problématique, c'est qu'est-ce qu'on en a fait surtout. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est pas l'analyse, c'est plutôt l'utilisation sociale de ce que ça a fait. À un moment donné, évidemment, vous êtes capable de capturer un process et des clés. Évidemment, vous pouvez le transférer. Donc tout de suite, la valeur de l'ouvrier qui va dire, de la personne, l'artisan qui a son métier, mais dans les manufactures, il va dire, moi, si j'ai pas mon augmentation, j'arrête. Je suis le seul qui possède ce truc-là. Bah non, en fait, le robot, il peut le faire. Donc moi, fais ta grève, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est une vraie problématique sociale aujourd'hui sur la question de l'emploi dans l'industrie et le métier. On en parlait tout à l'heure, la question de vocabulaire entre le métier et l'emploi, c'est des choses très différentes. Le métier qui est celui de l'artisan, c'est vraiment un espace de créativité, de création où on teste et on expérimente. Je voudrais juste raconter une petite histoire. En fait, dans le projet Craeft, la première étape, ça a été l'élaboration d'un protocole qui a été élaboré par le CNAM et l'École des Mines. Et c'est un protocole qui réunit les sciences informatiques avec l'anthropologie. Et l'idée, c'est de mettre l'artisan au centre, de capter les gestes justement avec les artisans. Les premiers tests, ils étaient couverts de la tête aux pieds de capteurs. C'était assez étonnant à voir. Et ensuite, ils avaient une caméra frontale qui leur permettait aussi de filmer leurs propres gestes. Et après la séance de captation et donc de prise de vue, il y avait un process de licitation, c'est-à-dire que l'artisan même était invité à observer ses propres gestes et à les raconter, à les décrire. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'artisan se voyait forcé de comprendre pourquoi il était en train de faire un geste qu'il fait depuis 25-30 ans et qu'il fait sans s'en rendre compte. Et donc, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et donc, je racontais ça à un moment donné à des artisans. Et il y en a un qui m'a dit mais je comprends pas, qu'est-ce que vous allez faire avec ça après? Et là, effectivement, j'ai dit, ça peut être, de notre point de vue du projet, c'est extrêmement utile, par exemple, dans l'auto-évaluation, par exemple. Il y a des artisans ça peut être utilisé aussi pour... Je ne dis pas pour apprendre le métier, surtout pas, mais pour des artisans qui veulent répéter les gestes d'un artisan qui est perdu dans le fin fond de la Grèce, parce qu'on a fait ça. Il veut voir les gestes, il peut peut-être essayer de les répéter, ensuite faire une auto-évaluation. Donc, nous, on explore les possibilités d'exploitation de ce protocole. Mais la réaction de l'artisan, ça a été, voilà, vous allez faire des robots, parce que comme ça, on pourra faire le travail à ma place. Alors non, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, mais il faut qu'on parle plus avec les artisans parce qu'on a besoin de comprendre leur réaction. On a besoin d'abord, si on fait des choses qui peuvent être utiles, il faut qu'ils comprennent pourquoi. Et si ces choses ne doivent pas aller au-delà d'une certaine limite, il faut qu'on les arrête à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on aille plus loin. Parce que le but, c'est pas du tout de remplacer les artisans. Et non. Du coup, donc, c'est vraiment important, ce que disait aussi David, la connexion avec les artisans, il doit être beaucoup plus présent dans les projets. Il faut qu'on les implique et qu'on voit nous-mêmes, quand on est pris, nos scientifiques, parce que moi je ne suis pas scientifique, mais quand ils sont partis dans des recherches comme ça, il faut qu'ils sachent où il faut s'arrêter. Ouais. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange. On se rend compte effectivement de l'ampleur de la tâche. Je vous souhaite bonne chance. Et j'espère pouvoir vous retrouver dans 2 ans pour avoir un point sur les résultats de cette analyse. En tout cas, c'est assez passionnant. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir nos autres sujets du Forum du patrimoine, je vous invite à nous retrouver sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.